Donc bonjour à tous ceux qui sont déjà présents. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Cathy Casaligi, conseillère en environnement et en énergie à la CCI Nord-Isère. On va présenter ce webinaire à trois voix aujourd'hui avec Rémi Courant de l'imprimerie Courant et Henri Coulombe-Labarthe de chez E.ON. Donc je remercie d'être à mes côtés pour ce webinaire. Je vais en 2 minutes vous rappeler le déroulé. Donc, bon, là, on est en train d'attendre que tous les participants se connectent. On n'a pas encore la totalité des inscrits, mais voilà, on commence à démarrer tout doucement. Donc, rappel des consignes pour un meilleur confort d'utilisation pour tout le monde. Vos micros, en fait, sont coupés. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à tout moment à les taper dans le chat sur la petite fenêtre que vous avez en bas à droite de votre écran. Ça nous permettra de prendre quelques minutes pour répondre à vos questions. Je vous rappellerai du coup en quelques mots l'opération Optime Énergie, son contenu et puis les objectifs plus précis de ce webinaire, sachant que voilà, on est 45 minutes ensemble, donc c'est un format assez court. Mais l'idée, voilà, c'est déjà de vous donner un premier aperçu de ce sujet sur l'éclairage. Et on avait envie du coup de vous faire part du retour d'expérience de Rémi Courant, donc imprimerie Courant à Tignes-Jamlézieux, qui voilà, a fait une belle expérience sur un relamping d'atelier. Et donc, Henri Coulombe-Labarthe vous expliquera toutes ces technologies un peu plus en détail. Et on se laissera du coup 10-15 minutes pour les questions et puis pour conclure ce webinaire. Alors, je passe tout de suite à la présentation de l'opération Optime Énergie. Donc, Optime Énergie, c'est une opération régionale des CCI qui est financée par l'ADEME, voilà, et du coup qui propose tout un bouquet de services. Alors, il y a la visite énergie que certains d'entre vous connaissent déjà, qui consiste à faire un premier état des lieux avec une analyse des factures pour identifier déjà vos principaux postes de consommation d'énergie et pour vous donner des premières pistes d'amélioration. Alors là, je vous ai mis sur le diaporama un lien qui vous permet de visionner une vidéo avec plusieurs retours d'expérience d'entreprise, du coup, dans laquelle figure d'ailleurs Rémi Courant. Il y a donc dans cette opération, au-delà des visites énergie, des webinaires comme aujourd'hui, des ateliers qui là sont censés aller plus loin sur les sujets, donc qui durent environ 3 heures. Des accompagnements, donc là c'est vraiment à la carte. Si vous avez un projet sur la maîtrise de l'énergie, on est là pour vous accompagner et on s'appuie notamment sur le référencement des prestataires en région. Donc on a référencé tous les prestataires spécialisés en énergie et on peut donc trouver le bon prestataire pour vous accompagner. Voilà ce que moi j'avais à dire sur cette opération énergie. Je vais ensuite non, j'ai lancé quelque chose que je ne voulais pas, pardon. Je vais passer la main à Henri Coulombe pour la suite. Si j'y arrive, mais je ne le vois pas dans les... Je ne vous vois pas, Henri, dans les invités. Vous êtes deux fois. Alors, il y a deux Rémi Courant, donc je vais essayer le deuxième. J'espère que ce sera vous. Ah oui. Vous m'entendez? Oui. Alors, est-ce que vous arrivez à passer à la slide d'après? Sinon, je m'en occuperai. Ah, pardon, c'est vrai. Voilà, C'est vous, j'avais c'est oublié. moi. Alors, c'est moi, oui, qui vais peut-être en 2 minutes quand même vous rebalayer les objectifs du webinaire d'aujourd'hui. Donc, sur l'éclairage, c'était rebalayer assez rapidement les technologies disponibles et performantes en industrie, avec les retours sur les LED. On sait que voilà, beaucoup d'entreprises se posent des questions sur les LED. Est-ce que ça vaut le coup de faire un relamping? Quel va être l'impact sur la qualité de mon éclairage? Et également beaucoup de questions sur les investissements et les retours économiques d'un relamping. Donc voilà, cet investissement, comment le financer? Ça sera la troisième partie du webinaire. Donc là, je vais laisser la parole à Henri Coulombe qui va justement
aborder ces trois questions et Rémi Courant nous fera, lui, son retour à la fin de l'intervention d'Henri Couloum. C'est bon, Henri, je vous laisse. Ok, très bien. Je vais peut-être me présenter en très très courtement. Donc, je fais partie d'un groupe qui s'appelle E.ON, énergéticien allemand, présent dans 12 pays européens, et je m'occupe plus précisément de supporter les offres éclairage pour les filiales européennes, offres éclairage tournées vers l'efficacité énergétique et les contrats de performance énergétique. Voilà. Sinon, le groupe est actif sur les services à l'énergie vers l'industrie, en particulier aujourd'hui vers tout ce qui est énergie renouvelable, cogénération et maintenant l'e-mobility. Voilà, donc si on parle maintenant des LED, on peut dire déjà en préambule que la LED depuis 2 ans maintenant a pris toute la place en termes de solutions sur quasiment tous les secteurs d'activité, l'industrie, le tertiaire, les commerces, tout simplement parce qu'elle est devenue économiquement plus viable que l'ensemble des autres technologies, que ce soit par les économies d'énergie qu'elle apporte, mais également la durabilité, et maintenant des solutions plus qualitatives qui sont offertes par les industriels, qui il y a encore 4-5 ans où on avait des qualités souvent peu avérées. Je ne crois pas que je puisse défiler les... Je vais les passer. Oui, merci Cathy. Donc pour décrire très rapidement la technologie, je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que j'imagine que ce n'est pas le métier des auditeurs. Simplement, juste dire que la LED, pour arriver à un luminaire LED que vous voyez en bas, que ce soit un luminaire industriel d'éclairage public ou un spot pour les commerces, c'est un procédé qui est assez complexe, beaucoup plus complexe que les éclairages traditionnels, où on va partir d'une puce que vous voyez en haut à gauche, qui est fabriquée, qui est en fait un semi-conducteur qui a la propriété d'éclairer. Ce sont en fait des composés cristallins, qui est un marché très capitalistique. Il y a une petite dizaine de fabricants. Vous retrouvez des noms que vous connaissez sans doute par vos éclairages actuels, comme Philips ou Osram, qui ont acquis des sociétés de fabrication de LED quand le marché est arrivé. Et vous avez des opérateurs très importants, mais qui sont moins connus parce qu'ils ne fabriquent pas de produits finaux comme Nishia, qui est japonais, qui a inventé d'ailleurs la LED blanche, qui conduit aujourd'hui à toutes les applications qu'on connaît, et également un américain Cree. Voilà, donc les puces sont fournies par aujourd'hui des opérateurs reconnus, mais aussi des opérateurs moins reconnus, notamment chinois. Le marché chinois intérieur a des exigences de qualité qui n'ont rien à voir avec le marché européen ou américain, et donc j'insiste toujours sur le fait que c'est bien connaître la provenance des puces d'un luminaire LED et de savoir si c'est celle d'un grand fabricant, c'est plutôt un gage de précaution et de pérennité. Ensuite, pour arriver à fabriquer un luminaire complet, il y a des étapes importantes qui sont globalement l'optique, avoir une optique qui est efficace pour bien éclairer, bien diffuser là où c'est nécessaire. Sinon, la LED éclairerait par elle-même de façon très concentrée, donc avec un très fort éblouissement. Donc, il faut pouvoir diriger le flux d'une façon plus large. Vous avez également ce qu'on appelle les drivers, qui sont en fait des auxiliaires électroniques qui permettent de préserver la LED contre tous les problèmes de courant, de qualité de courant, de tension, qui sont le point faible des LED. Il faut le dire, les LED durent très très longtemps. Par contre, leurs alimentations électroniques ont des durées de vie qui souvent vont être moindres que les 50 000 heures annoncées pour les LED. Donc c'est un point de précaution sur lequel je reviendrai à propos des garanties à demander. Et enfin, un point que j'ai entouré en rouge parce que c'est vraiment le principal ennemi de la LED, c'est la chaleur. Et c'est pour ça vous trouverez sur les luminaires, quand on vous les présente, des grosses pièces aluminium qui sont derrière ou sur les côtés de la LED en tant que telle. Eh bien, ce sont simplement des pièces qui permettent de dissiper la chaleur émise par les LED vers l'air ambiant. Et ces pièces ont une importance très importante. Néanmoins, quand les chaleurs ambiantes dans l'industrie sont importantes, je pense à l'extrême dans les fonderies, les ateliers sidérurgiques, il faut une étude très très précautionneuse sur l'emploi de LED particulières qui peuvent dissiper de manière correcte.
On va passer à la slide suivante, Cathy, si vous voulez bien. Oui. Voilà. Alors ici, très schématiquement, les différentes solutions qui peuvent être mises, qui sont à la disposition des industriels aujourd'hui en LED. Alors, vous retrouvez des formes de luminaires qui sont, pour ceux qui ont, voilà, qui ont des éclairages, et c'est votre cas, j'imagine, traditionnels, qui sont assez familières parce qu'en fait, les offreurs, les fabricants de solutions LED ont repris à peu près les mêmes formes de luminaires que précédemment avec des lampes, lampes sodium, lampes iodure, tubes fluorescents, avec le même principe aujourd'hui de remplacer par exemple ce qu'on appelle les AIBES que vous voyez sur la gauche, qui sont des grosses, souvent à gamelles, on les remplace par des gamelles mais équipées en LED. Ces solutions-là vont très bien pour les très grandes hauteurs, à partir de 7 mètres, sinon elles sont trop éblouissantes. Elles ont l'avantage de produire des flux très importants, ce qui permet de limiter le nombre de luminaires. Donc dans le bilan global, ça réduit l'investissement par rapport à ce qu'on pourrait faire avec les solutions que vous voyez sur la droite, solutions de luminaires linéaires LED, que ce soit étanche ou sur rail. Sur rail, c'est ce que vous voyez sur la photo de droite, atelier, ou en bas également dans un entrepôt ou avec des luminaires qui sont disséminés, qui sont suspendus sur un rail. Ces solutions-là sont plutôt pour des hauteurs plus basses, puisque moins résistantes à la chaleur ambiante. Et elles viennent aussi apporter des éclairages un peu plus forts et un peu plus uniformes par la densité de luminaire qu'on installe. Elles sont aussi plus confortables puisque les réglettes et les luminaires étanches embarquent moins de flux lumineux, donc moins d'éblouissement pour les opérateurs. Donc si vous avez des lignes de production, je dirais classiquement à 3-4 mètres, évidemment, il va falloir plutôt employer ce type de solution plutôt que des éclairages ponctuels trop forts. Donc ça, ce sont les solutions luminaires à LED, mais l'intérêt des LED, c'est qu'on peut, facilement réduire l'intensité lumineuse des LED pour faire des économies additionnelles lorsque, par exemple, la lumière naturelle est présente dans les locaux ou que vous avez des zones, par exemple, dans des réserves où le personnel n'est pas toujours là. Et donc, il est bien de mettre de la détection de présence pour que l'éclairage puisse être réduit, voire coupé, pour faire des économies additionnelles à ce qu'on a déjà fait avec l'emploi de la LED. Voilà. Et tout ça, aujourd'hui, est géré avec des systèmes de communication qui sont de plus en plus sans fil parce qu'on n'a pas besoin de passer de câble pour la commande entre les luminaires, dont on utilise des protocoles dont certains ne vous diront rien, mais aujourd'hui, on utilise de plus en plus, par exemple, le Bluetooth, qui semble maintenant s'imposer également dans des locaux plus grands qu'à la maison, parce qu'on a considérablement avec les derniers Bluetooth, amélioré la portée de communication. Voilà. Et on a toujours les solutions par câble aussi, qu'on appelle Divolt ou DALI, qui permettent de réguler l'intensité lumineuse de façon automatique. On va passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, pour finir sur cette partie un peu techno sur les LED, j'ai sur cette diapo énoncé ce que j'appelle des points de vigilance quand vous allez examiner des propositions impliquant l'emploi de luminaires à LED. Pour vous, industriels, ce qui est important, c'est de faire des économies d'énergie, c'est un point. Mais c'est aussi d'avoir des luminaires qui soient pérennes dans le temps, pour réduire au maximum les interventions de maintenance, parce que ça coûte cher et puis que ça nuit au rythme de production d'avoir des interventions intempestives. Et du coup, aujourd'hui, les fabricants ou les offreurs de solutions LED proposent des durées de vie, on entend souvent de 50 000 heures, sauf que ça ne veut souvent pas dire ce que vous pensez vous croyez être la signification. Ça ne veut pas dire que pendant 50 000 heures, ce qui équivaut à un fonctionnement continu, 24 heures sur 24 pendant 5 ans, ça voudrait dire qu'au bout de 50 000 heures, les luminaires sont hors service et qu'il faut les changer. C'est pas du tout ça. Au bout de 50 000 heures, la norme qui est aujourd'hui utilisée est une baisse de flux
qui est autour de 30%, c'est-à-dire qu'au bout de 50 000 heures, la baisse de luminosité de 30%, et les fabricants ont considéré qu'à partir de 30%, cette baisse est trop importante pour pouvoir maintenir l'éclairage tel qu'il est, et il vaut mieux en changer. Aujourd'hui, on est capable d'employer des luminaires qui, au lieu d'être à ce standard de 30% de baisse, ne sont qu'à 5 à 10%, et donc on peut avoir des luminaires qui peuvent durer en fait jusqu'à 100 000 heures. Mais évidemment, il faut décortiquer les propositions qui sont faites et décortiquer les garanties. Est-ce que les garanties sont sur 5 ans, sont sur plus, sont sur le luminaire complet, sont sur le driver qui est souvent externe et qu'on peut remplacer comme une pièce d'usure. Et évidemment, comme je l'ai dit, il faut considérer la tenue à la chaleur ambiante de ces luminaires. Dans le cas contraire, si un luminaire vous est garanti jusqu'à 35 degrés et que vous avez par exemple l'été, des chaleurs en toiture qui peuvent atteindre 40 voire 50 degrés, vous courez le risque de ne pas avoir de bénéficier de cette garantie. Donc, ce sont des points techniques à considérer dans les offres qui vous sont faites. Et puis, il y a aussi les points relatifs au projet en lui-même, avec les exigences de qualité d'éclairage qui doivent être posées par vous, éventuellement en vous entourant de spécialistes, qui sont les critères de qualité d'éclairage que vous souhaitez avoir sur vos ateliers, sur vos différents espaces, c'est-à-dire quelle quantité d'éclairage au poste de travail, quelle uniformité, quel confort visuel pour ne pas éblouir les opérateurs. Également, un point qui est important, c'est le rendu de couleur, notamment pour les tâches de contrôle, les tâches de fabrication assez fines. Il est évident qu'il faut pouvoir utiliser des LED qui ont ce qu'on appelle vous voyez un spectre de couleur à droite, c'est la courbe typique de la spectrographie d'un LED. Vous voyez ce pic de bleu qui est caractéristique des LED, parce que la LED à la base est un semi-conducteur qui est bleu. La lumière blanche provient du phosphore qui est rajouté sur la LED, phosphore jaune, qui donne une lumière blanche. Plus ce spectre sera équilibré dans toutes les couleurs, depuis le violet jusqu'au rouge foncé, et plus la lumière se rapproche de celle de la lumière du soleil, qui est la plus équilibrée, la plus blanche possible. Donc là, on traite à la qualité des LED en elle-même, qui est un point qu'il faut regarder lorsque vous avez des exigences de ce type. Ça concerne évidemment pas les lieux de passage, mais par contre bien les aspects de fabrication, où il faut que vos opérateurs aient la meilleure lumière possible, de jour comme de nuit. Voilà, évidemment la gestion que vous allez pouvoir faire pour pouvoir faire des économies additionnelles à l'économie sur la consommation en elle-même des luminaires, c'est dans quels endroits vous pouvez mettre de la détection de présence et dans quels endroits vous pouvez également mettre des sondes de luminosité pour baisser la lumière en journée quand ça n'est pas nécessaire. Et aujourd'hui, on utilise des détecteurs qui font les deux, présence et luminosité, avec une priorité qui est d'ailleurs donnée à la luminosité du jour pour éviter d'avoir à s'allumer, à éclairer quand les gens sont présents, mais que la lumière n'est pas nécessaire parce qu'il y a suffisamment de lumière naturelle. Voilà, donc c'est ici résumé les principaux aspects d'exigences à poser dans un projet de conception de rénovation et les points de vigilance sur les luminaires. On va maintenant passer d'ailleurs à un point particulier sur la gestion, je crois. Voilà, j'ai voulu montrer un schéma simplement. Vous voyez qu'aujourd'hui, on peut faire ici, ce sont des bureaux, mais on peut imaginer un espace d'atelier où vous avez des luminaires qui sont les uns éclairés à 100% parce que la tâche est difficile et qu'on veut le maximum de lumière, ou parce qu'il n'y a pas de lumière naturelle et que le poste de travail est toujours occupé. Et vous voyez dans l'environnement qu'il y a des luminaires, par exemple dans les passages, qui ne sont qu'à 20% de luminosité, parce que c'est un passage et qu'il n'y a personne n'est détecté. Et le luminaire, au lieu d'être coupé, comme on avait l'habitude de le faire avec les anciens éclairages, qui étaient quand même difficiles à accepter par les utilisateurs, d'avoir des coupures et des réallumages, surtout avec des lampes qui mettaient du temps à s'allumer. Là, ici, il n'y a pas de gêne pour les utilisateurs, puisque c'est simplement une baisse de luminosité qui souvent ils ne vont pas percevoir. Voilà, donc vous avez ici typiquement ce que l'on a fait à l'imprimerie courant, c'est-à-dire mettre un système de détection de présence qui permet de moduler l'intensité d'éclairage de chaque luminaire là où il en a besoin, avec une totale flexibilité.
On va passer à la diapo suivante. Voilà, donc, pardon, il y avait un peu de texte, mais c'était, voilà, on y arrive par des systèmes sans fil ou Bluetooth ou avec d'autres protocoles, des systèmes filaires. Ici, on en arrive à la partie chiffrée qui, je crois, avait voilà, suscité évidemment des questionnements. Est-ce que c'est rentable d'investir dans les LED aujourd'hui ou est-ce qu'il vaut mieux continuer à maintenir ces anciens éclairages? Alors, oui, c'est rentable, de plus en plus parce que les LED, chaque année, globalement baissent en prix, augmentent leur efficacité énergétique de l'ordre de 10% et la tendance se confirme de façon même accélérée. Aujourd'hui, on arrive à rentabiliser des projets en moins de 2 ans sur des sites où l'éclairage fonctionne je dirais en 3/8, c'est par exemple 24 heures sur 24 pendant les jours ouvrés, et avec un coût du kilowattheure qui est, je dirais, dans la moyenne aujourd'hui de l'industrie, c'est-à-dire 8-9 centimes. Pour les électro-intensifs qui sont encore à 5-6 centimes, c'est un peu plus difficile. De même, si l'éclairage ne fonctionne qu'en journée, il faut s'attendre à des temps de retour qui sont un peu plus longs, je dirais 4-5 ans, parce qu'évidemment, on fait des économies que pendant 7 à 8 heures, et donc l'investissement est moins rapidement amorti. Le constat sur l'imprimerie courante, puisqu'on a un peu plus d'1 an et demi de retour depuis l'installation en LED, c'est 80% d'économie d'énergie qui est constatée par compteur, qui ont été posés sur les différentes armoires électriques et les départs éclairage, qui permettent de calculer, enfin d'avoir de façon sûre les économies qui sont relevées tous les mois. Donc 80%, avec ceci donc une économie de par les LED qui est de l'ordre de 60%, et avec 20% additionnel qui vient de l'abaissement de la luminosité des LED et donc l'abaissement proportionnel de consommation en journée grâce aux apports de lumière naturelle, puisque des détecteurs de lumière ont été posés partout dans l'atelier pour pouvoir asservir les luminaires en fonction des apports réels. Voilà, donc vous voyez sur le graphique situation existante, on voit qu'évidemment il y a une mise de départ par rapport à un éclairage qui continuerait à être entretenu, c'est-à-dire la situation. Alors, excusez-moi pour le graphique parce que je m'aperçois qu'il y a une interversion de couleurs. La rénovation LED est en vert et non pas en rouge, comme vous l'aurez peut-être constaté. Voilà, et la situation existante, au contraire, est en rouge puisqu'on n'a rien à investir au départ. Par contre, il y a une dépense progressive dans le temps, année 1, année 2, année 3, qui sont de la dépense énergétique et de la dépense de maintenance. En investissement ici, par exemple, sur ce graphique, mettons autour de 80 000 € en année 0, on voit qu'au bout de 4 ans, on a un retour sur investissement parce que les coûts de fonctionnement, maintenance et économie d'énergie sont nettement inférieurs à l'éclairage précédent. Voilà, et on y ajoute aussi, et je vais y venir dans les modèles de financement, des économies qui sont liées au certificat d'économie d'énergie qui, depuis 2 ans maintenant, permet d'obtenir un système de subvention, donc de réduction de l'investissement à condition d'utiliser des luminaires LED d'une qualité minimale, selon des données bien précises. Je pense que vous connaissez le système des certificats d'économie d'énergie, qui n'est pas que propre à l'éclairage, qui s'applique à toutes les bonnes pratiques de mise en place de systèmes énergétiquement performants dans l'existant. On va passer à la diapo suivante. Voilà, donc les différentes solutions d'investissement. Évidemment, la diapo suivante permet de se demander si pour un industriel, sachant qu'on peut avoir des temps de retour qui sont assez rapides, mais parfois qui peuvent être aussi un peu longs, mais en tout cas qui permettent de conclure à une rentabilité souvent acceptable, est-ce que c'est la peine d'investir de ses propres deniers ou de céder aux sirènes des tiers financeurs qui aujourd'hui de plus en plus, que ce soit les manufacturiers, les installateurs,
des sociétés de services énergétiques comme la nôtre proposent ce type de système. Donc là, voilà, l'intérêt, je dirais, du tiers financement, c'est d'apporter une solution qui permet finalement à l'industriel de ne rien dépenser en capex et de pouvoir, au bout d'un certain temps, je dirais, de payer un loyer, mais qui va être, lui, ce loyer va être diminué peut-être complètement entièrement des économies de fonctionnement qui sont faites tout de suite après l'installation par l'économie d'énergie et de maintenance, et de ce fait d'éviter voilà, d'avoir à sortir de l'investissement, alors que bien souvent l'outil de production est certainement plus prioritaire dans les décisions. Néanmoins, le système design and build, c'est-à-dire d'investissement par le client avec ses propres capex, est intéressant, évidemment, notamment dans le cas où l'investissement peut être amorti très rapidement, je dirais sous 1 an ou 2 ans. Ça peut être le cas, comme je l'ai dit, dans les cas extrêmes où on a des conditions de coût d'énergie qui sont élevées, des temps de fonctionnement très longs et des éclairages qui sont souvent, parce qu'ils sont très anciens, énergivores, je dirais des éclairages de plus de 5 ans, voire de plus de 10 ans. Et là, ça vaut le coup, sachant que le retour sur investissement est rapide et que ça rentre dans les canons de critères de choix des industriels de le faire. Aujourd'hui, les sociétés qui vont proposer que ce soit du leasing ou du contrat de performance énergétique, c'est-à-dire un mode de financement avec des prestations annexes, va être intéressant pour adresser des investissements qui sont plus longs à rentabiliser, au-delà de 2 ans ou de 3 ans, parce que c'est difficile pour un industriel de se projeter sur des durées longues et de devoir attendre, pas mobiliser ces sommes pour d'autres projets, alors qu'ils peuvent avoir des garanties de la part de leurs prestataires pour pouvoir avoir un amortissement sur cette durée, parce qu'ils peuvent avoir des solutions de financement selon des conditions qui peuvent en plus, pour certaines, garantir les économies d'énergie et de maintenance qui sont faites. Voilà, donc c'est les 2 types de solutions de financement tiers qui peuvent exister en dehors du financement que peut aller chercher un client auprès d'une banque, de sa banque, ces solutions d'un leasing qui sont proposées par les prestataires. Nous, par exemple, proposons des solutions de leasing pour un certain type pour des montants qui ne sont pas trop importants et pour des durées qui n'excèdent pas 5 ans, parce qu'après 5 ans, c'est vrai que ça a moins d'intérêt parce que les coûts de financement commencent à être un peu plus élevés. Dans ce cas, il y a la possibilité de bénéficier des certificats d'économie d'énergie qui sont défalqués. Il y a la garantie sur les luminaires pendant la durée indiquée, qui est souvent de 5 ans, mais qui peut potentiellement être plus importante et border le contrat de leasing. Donc le leasing, une solution simple pour des investissements de premier niveau et pour des schémas qui ne doivent pas être trop compliqués en termes de garantie derrière. Et après, on a le contrat de performance énergétique qui, lui, est quelque chose qui est plus complexe à monter, mais qui est aussi plus intéressant par son mécanisme financier, avec un principe fort qui est de pouvoir déconsolider l'investissement, c'est-à-dire que le financement qui est fait par l'opérateur peut être mis parce qu'il y a une prestation de service qui est offerte, en l'occurrence une garantie de la performance énergétique. Le financement, au lieu de passer dans le haut de bilan du client comme une dette, ce qui va aggraver un peu sa situation financière auprès potentiellement de ses partenaires financiers, il va passer dans les charges, en fait en compensation directement dans le poste énergie, ce qui permet, ce qui intéresse les industriels. Et cette solution va s'appliquer pour des montants d'un certain montant, puisqu'il y a un montage juridique à faire qui est un peu particulier. Par contre, ici, on peut aller adresser des durées plus importantes, jusqu'à 10 ans. Et dans le cas de contrat de performance énergétique, il y a un contrat complet qui inclut non seulement la garantie sur les pièces détachées, mais également une garantie sur les économies d'énergie qui sont comptées et qui sont mesurées en permanence.
et une garantie également sur la maintenance qui est opérée par le prestataire. Donc, tout dépassement de budget par rapport à ce qui a été prévu dans le contrat, dans le cadre de ce contrat, est à la charge du prestataire. C'est lui qui prend les risques. Voilà. Et dans ce cadre-là, un intérêt supplémentaire, c'est de pouvoir bénéficier de ce qu'a mis en place l'État sur les certificats d'économie d'énergie, c'est-à-dire un bonus sur les certificats parce qu'il y a une garantie de la performance énergétique qui est faite, de pouvoir, comme vous pouvez le voir en bas, de récupérer le montant, un pourcentage qui est égal au montant total des économies d'énergie qui sont réalisées, par exemple 80% comme on a dit en moyenne, ce qui est quasiment un doublement, ce qui fait des montants qui sont intéressants. Hein. Vous voyez ici, les C2E peuvent permettre de financer jusqu'à 20% du coût des luminaires, donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Voilà, et j'en terminerai, j'espère que je pense que je suis dans le timing. Oui, Cathy, la dernière diapo qui est justement un focus sur le CPE, le contrat de performance énergétique, et voilà quelque chose qui tend maintenant à s'imposer sur des opérations notamment d'éclairage, mais pas seulement, sur des opérations sur d'autres gisements d'économie sur l'énergie. Vous voyez ici sur ce schéma, en fait, le mécanisme financier sur la durée d'un contrat. Le prestataire qui est ici en vert, en fait, au lieu de représenter une charge supplémentaire pour l'industriel, il va simplement substituer son coût à celui qu'il y avait avant sur la maintenance et sur la consommation d'énergie. Et dans certains cas, c'est ce que vous voyez en bleu, l'industriel peut même, quand c'est favorable, pouvoir récupérer tout de suite une partie des économies financières faites sur la consommation d'énergie et la maintenance. Et ensuite, à la fin de la durée contractuelle, vous voyez que l'économie client en bleu prend toute la place, c'est parce que le prestataire va céder l'installation qu'il entretenait et qu'il exploitait finalement au client, et celui-ci va pouvoir récupérer l'ensemble des économies d'énergie et de maintenance qui sont faites par la suite. Puisque le prestataire aura récupéré ses billes en ayant financé l'investissement par l'ensemble des économies qui sont faites sur le post-exploitation, le post-OPEX. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette présentation. Merci Henri. On va repasser la parole du coup à Rémi Courant. Rémi, est-ce que tu es bien toujours avec nous? Oui, je suis là. Est-ce que vous me voyez? Alors, est-ce que... Oui. Tout d'abord, merci Henri pour cette merveilleuse présentation, très technique, mais voilà, ça prouve encore une fois que le métier de l'éclairage est vraiment un métier d'expert. Moi, je vais vous expliquer une approche voilà, un peu différente, l'autre point de vue, celui de l'industriel, et la démarche qu'on a entreprise. Donc, juste pour resituer un peu qui nous sommes, Imprimerie Courant Associée, connu sous le nom d'ICA. Donc, on est une imprimerie industrielle qui fait partie des plus gros acteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est basé à Tignes-Jamaizieux, donc pas très loin de Bourgoin et pas très loin de Lyon également. On est actuellement 47 employés, on réalise un chiffre d'affaires de 12,5 millions d'euros. Le site de production d'impression tourne en 3.8 et notre site de finition tourne en 2.8. Comment ce projet a démarré? En fait, tout simplement, c'était suite à un diagnostic. Il y a un retour. Je ne sais pas si vous... Peut-être, Henri, coupez votre son. Je vais couper le mien également, comme ça, il n'y aura pas d'interférence. Voilà, merci, ça va mieux. Donc, on a fait un premier diagnostic énergie en 2012 avec la Chambre de commerce d'industrie Nord-Isère. Nous s'en est suivi quelques petites actions. On a surtout travaillé en fait sur les problématiques déchets, curieusement, après ce diagnostic énergie. Et comme vous le savez, toute entreprise évolue, on fait des investissements, nos activités changent également. Et en fait, on a refait un diagnostic en 2015, donc sur l'énergie de manière globale. Donc, il y a eu des relevés, il y a un bureau d'études qui nous a aussi accompagnés dans la foulée pour aller beaucoup plus loin dans la cartographie en fait de nos dépenses énergétiques. Et ce que je voulais dire derrière tout ça, c'est qu'en fait, on a fait intervenir vraiment
bien évidemment des parties prenantes externes, mais aussi les employés de la société. La direction en premier, que je représente, parce que voilà, ça nous tenait à cœur de travailler sur le sujet, mais aussi nos chefs de projet techniques, nos fournisseurs, et voilà, la CCI et les bureaux d'études. Donc là, vous avez quelques photos avec un outil de comptage, un rooftop, donc qui est une climatisation sur le toit, et un peu quelques machines de production que nous utilisons pour réaliser les documents imprimés. Je ne sais pas si on peut avancer. Alors moi, ce sera certainement plus succinct. Ce sera certainement plus succinct que Henri, mais voilà, je vous explique un peu voilà, tout ce qu'on a fait. Donc déjà, c'était savoir si quelle était notre cartographie en termes de dépenses énergétiques. En fait, on s'est aperçu avec le camembert, vous voyez, qu'on avait à peu près 40% de l'énergie qu'on utilisait qui n'était pas liée directement à notre processus de production. Quand on pense énergie, d'autant plus dans l'imprimerie, on utilise des press offset, enfin du matériel qui est vraiment très consommateur en énergie. On se dit, bah, faut qu'on travaille là-dessus. En fait, on a tendance à se tromper. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre environnement de travail sur lesquelles on peut influencer afin de diminuer nos consommations énergétiques. Et c'est vrai que dans ce camembert, ce qu'on voit, ce qui est très intéressant, c'est que sur l'ensemble de notre site de production, qui est quand même assez important, qui fait plus de 6000 m², avec un fonctionnement en 3/8, des press offset très puissantes, on voit détacher 7% de notre dépense énergétique uniquement sur l'éclairage. Alors, il y a de l'air comprimé, il y a de l'aspiration, il y a de la climatisation, mais 7% uniquement sur l'éclairage, vraiment, ça nous a quand même alertés. Notre bâtiment avait été créé en plusieurs tranches, construit en plusieurs tranches, une première tranche en 2000, une deuxième tranche en 2008, et on s'était jamais trop posé les questions par rapport au luminaire, enfin voilà, à l'éclairage, où on avait en fait un éclairage avec des néons, tout simplement. Donc je sais pas si on peut encore avancer, Cathy. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que le bureau d'études nous a fait une estimation en fait du montant qu'on allait devoir investir par rapport aux énergies potentielles, aux gains énergétiques potentiels qu'on aurait pu faire. Et en fait, on s'est dit que voilà, le jeu en valait la chandelle et qu'il fallait gratter un peu plus fort pour essayer de voir si c'était vraiment, d'une part, économiquement viable et d'autre part, techniquement intéressant et de pouvoir l'intégrer dans notre atelier de production. Et assez rapidement, on s'est aperçu, oui, que clairement l'économie, on cherche tous à faire des économies dans nos processus industriels, mais il y avait aussi un second aspect qui n'était pas à négliger, c'était l'aspect purement qualitatif. La qualité de vie au travail, c'est quand même quelque chose on a souvent parfois des zones un peu moins éclairées, sous-éclairées dans un atelier. Et effectivement, là, on s'est aperçu qu'on allait pouvoir, d'une part, gagner un peu au niveau économique, mais aussi gagner en qualité pour les employés. Donc, c'était très intéressant. Ensuite, on s'est appuyé sur différents fournisseurs. Le bureau d'études, certes, qui nous a orienté vers différents fournisseurs, mais très rapidement, on a fait la rencontre d'Henri Coulomb-Labarthe via la société Opus Light, qui s'appelle désormais E.ON, qui ont proposé vraiment des solutions d'ingénierie très innovantes. Je vous parle de ça il y a déjà plus de 2 ans, où très rapidement, on s'est entendu pour aller mettre en place un système d'éclairage extrêmement performant et innovant. Il y a eu beaucoup de calculs qui ont été faits du côté d'Opus Light. C'est des choses qu'on n'aurait pas pu faire sans eux, clairement. Et on a validé un projet technique assez poussé avec un zonage dans l'atelier très précis, parce qu'en fait, on est capable de piloter chaque LED en fait depuis un logiciel. On a mis en place, comme Henri vous l'a dit également, des capteurs de lumière en fait, avec un asservissement avec l'apport de lumière naturelle, c'est-à-dire qu'on va produire la lumière par les LED, par l'éclairage, uniquement pour compenser ce qu'on n'a pas de lumière naturelle. Donc on a mis tout ça en œuvre et puis derrière on avait des logiciels aussi de pilotage. Voilà, donc le projet a été réalisé, ça a pris à peu près entre l'étude et le travail en hauteur à peu près 6 mois je pense, Henri, pour faire tout ça et tomber d'accord. Et on a pris le parti aussi de partager le gain des économies d'énergie. Clairement, on dit OK, on choisit un prestataire qui nous présente des choses très innovantes.
Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a marché comme on le souhaiterait? Mieux, moins bien? Eh ben, on va partager le risque ensemble. Et les résultats qu'Henri vous a montrés, en fait, ils ont dépassé très honnêtement les attentes initiales. Donc, on était ravis. Aujourd'hui, pour faire fonctionner ça, il ne faut pas être tout seul non plus. L'éclairage comme l'énergie, de manière générale, je pense que c'est quelque chose qui doit être intégré dans tous les niveaux de l'entreprise. De l'employé qui va arrêter son poste de travail aux personnes qui vont effectivement piloter peut-être une GTC ou des systèmes logiciels pour piloter votre éclairage. Mais il faut être derrière. Pourquoi? Parce qu'il faut être capable d'identifier les dérives. Et en phase de lancement, systématiquement, tout n'est pas parfait. On va dire qu'on couvre 80% des problèmes en termes de paramétrage. Mais au fur et à mesure, il faut affiner. Et encore une fois, c'est la vie réelle. Hein. C'est pas seulement un tableau Excel avec des résultats. Dans la vie réelle, il y a des impondérables et des aléas. Et il faut être prêt structurellement et humainement à régler tout ça ensemble. Voilà. Derrière tout ça, je veux dire, c'est bien, on va gagner un peu d'argent, on va avoir un retour sur investissement sur des durées qui sont acceptables, plus ou moins acceptables suivant les sites, en fonction de vos capacités à faire des économies, le taux d'ouverture, Henri en a parlé, le nombre de jours ouvrés, si vous travaillez aussi les week-ends. Mais ce qui est plus important, encore une fois, c'est que diminuer les consommations d'énergie, c'est bon pour l'environnement, voilà, pour les générations futures. On parle beaucoup de tout ça. Et je pense que c'est vrai que les LED, de manière générale, dans tous nos process, aussi bien l'éclairage ambiant, mais pour d'autres processus, apportent un beau gisement d'économie d'énergie et qui n'est pas occulté. Voilà les quelques minutes, hein, ça n'a pas duré très longtemps, et voilà les quelques minutes qui me semblaient importantes de porter à votre connaissance. C'est parfait, Rémi, on est pile poil dans les temps. Du coup, on va prendre le temps de répondre à vos questions. Alors, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai juste eu une question sur la possibilité d'avoir la présentation. Si Rémi et Henri me l'autorisent, pour ma part, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. On a encore quelques minutes avant de conclure ce webinaire. Alors, je vois que j'ai pas mal de questions qui m'arrivent. Je vais les lire. Est-ce que vous m'entendez, Rémi, Henri? Alors, au-delà des points techniques déjà présentés, comment choisir des LED pour le confort visuel qualitatif de travail des bénéficiaires? Minimisation de la fatigue des yeux, choix des dominantes des couleurs, bleues ou chaudes ou autres, influence des alimentations à découpage, haute fréquence sur la rétine ou le cerveau. Donc ça, voilà la question de Gérald. Je pense que c'est peut-être plutôt Henri qui peut y répondre. Oui, alors on est dans une partie très technique, encore plus technique que celle que j'ai abordée tout à l'heure. On vient rajouter effectivement les questions de régime, de fonctionnement des LED, alimentation et découpage, etc. Évidemment, il y a pour les industriels, les LED vont interférer potentiellement dans le fonctionnement des machines qui peuvent utilisant des hautes fréquences. Donc, j'ai pas parlé d'harmonique, j'ai pas parlé de facteur de cause-field, facteur de puissance, mais c'est évidemment des points techniques qu'il faut considérer selon les projets et les dangers le parc existant que peut avoir l'utilisateur. Je dirais que ça fait partie de l'étude initiale qui doit être faite, comme nous l'avons fait avec l'imprimerie courant. Et ça sera difficile de vous donner trop de détails là-dessus. Sinon, ce que j'ai dit rapidement, c'est effectivement choisir la tonalité de couleur adaptée, le bon rendu pour les utilisateurs pour un meilleur confort, limiter l'éblouissement. Et ça passe par le choix d'optiques, notamment, qui soient adaptées à l'utilisateur, des optiques plus confortables que celles qu'on peut utiliser pour simplement éclairer. Et là, il y a un choix qui est très important. Il faut pouvoir s'entourer de spécialistes, comme Rémi l'a dit, qui vont avoir une approche globale, à la fois sur la durabilité des matériels en fonction de l'environnement, puis ces aspects de qualité d'éclairage, puisqu'effectivement, on fait des économies par l'éclairage, mais il ne faut pas oublier quand même que derrière, la finalité, c'est de bien éclairer un utilisateur qui potentiellement va utiliser son éclairage toute la nuit.
Donc il faut vraiment une qualité de lumière qui soit la meilleure possible. Très bien, merci Henri. Une autre question de Christelle sur quel est l'apport des LED sur l'aspect santé au travail? La santé, c'est le bénéfice que va retirer l'utilisateur d'avoir un meilleur éclairage que précédemment, c'est-à-dire précédemment, on avait des éclairages qui pouvaient être très intensifs. Je pense aux grosses lampes à sodium de 400 watts qui éclairaient très fortement, qui éblouissaient par exemple les caristes quand ils venaient gerber des palettes dans les racks. Aujourd'hui, on arrive à faire des éclairages justement avec des optiques LED adaptées qui sont beaucoup moins agressifs. Donc, on réduit le risque d'accident, on améliore la santé puisque les employés ont moins de gêne visuelle, l'éclairage est plus doux. Voilà. Et après, un point dont je n'ai pas parlé, qui est le pic de bleu des LED, qui est un peu le poil à gratter de la profession, avec des revues scientifiques qui régulièrement disent attention, les LED ont une composante de bleu qui peuvent être fatigantes. Voilà, aujourd'hui, l'objectif, c'est de prendre des teintes qui soient pas trop blanches pour avoir pas trop de bleu, puisque un blanc très blanc induit une composante de bleu dans la fabrication qui est importante. Nous, ce qu'on conseille, ce qu'on met en place maintenant toujours, c'est des blancs intermédiaires qui vont éviter d'apporter une gêne visuelle à l'opérateur. Donc, j'irais ne pas peut-être pas apporter un bénéfice immédiat, mais au moins avoir une qualité de lumière qui est sans danger pour l'opérateur. Merci Henri. Une question de Nicolas. Le remplacement de néon par LED est-il au point sans changer le format? Oui, il y a plusieurs solutions d'envisager le projet. Et aujourd'hui, ce que beaucoup de sociétés privilégient, c'est la simplicité. C'est par exemple remplacer un pour un les luminaires, ce qui évite de rajouter du câble. On peut utiliser les supports existants, par exemple les cannabis, sans avoir à les changer, ce qui fait un coût important. Après, donc ça c'est possible. Après, il ne faut pas perdre de vue que souvent l'éclairage initial est souvent surimposant, parce que les luminaires précédents fluo avaient une quantité d'éclairage en tant que tel qui n'était pas si importante que ça, qu'on peut dépasser aujourd'hui par les LED. Et donc l'intérêt quand même aujourd'hui des LED, c'est de mettre moins de luminaires qu'avant, ce qui globalement fait moins d'installations et moins de coûts de matériel. C'est ce qu'on a fait à l'imprimerie courante. On a enlevé globalement 30% du nombre de luminaires qui existaient avant, tout en augmentant légèrement la luminosité. Donc je dirais que oui, c'est possible, mais parfois dans une optique de coût global et de rentabiliser mieux l'investissement, c'est mieux quand même souvent de réduire le nombre de luminaires, parce qu'on peut le faire. J'espère que je réponds bien à la question. J'ai des remarques qui reviennent si ce n'est pas le cas. Alors, la fabrication de LED est-elle moins polluante que les autres sources de lumière? Question de Nicolas à nouveau. Alors, il y a beaucoup à faire là-dessus. Alors, les chantres de l'éclairage LED disent dans les LED, il n'y a plus de mercure, ce qui est vrai. Dans les sources traditionnelles, on utilisait du mercure, ce qui est un déchet dangereux aujourd'hui que tout le monde, plus personne ne veut utiliser. Donc, c'est quand même un bienfait de la LED. Les LED vont durer beaucoup plus longtemps que les éclairages traditionnels, donc ça fait moins aussi de matière de production finalement à compenser, de transport, etc., de cycle de renouvellement. Par contre, comme le montre la diapo que j'ai présentée en tout début, pour fabriquer des LED, on va souvent faire appel à un certain nombre de fournisseurs, spécialistes de chaque catégorie, les auxiliaires, etc., qui font finalement un produit LED fini. Il va passer dans plusieurs usines, il va avoir des composants qui ont été fabriqués un peu partout. Donc, je ne peux pas vous dire que le cycle de fabrication des LED n'est pas polluant. Il l'est. Il est contrebalancé par le fait que le produit doit être le plus pérenne possible, qui ne produit pas de mercure, mais dans les auxiliaires électroniques, il y a toujours des composés qu'il faut recycler. La LED est un des 3 E, doit être recyclé, parce que même s'il n'y a pas de mercure, il y a des déchets de tout type, notamment dans les alimentations électroniques.
Et donc, le recyclage est une des questions des LED. C'est aujourd'hui trouver des filières qui vont permettre de recycler de façon pertinente les LED qui vont finir évidemment par devoir être remplacés. Alors, j'ai encore quelques questions. Une question de Thomas. Bonjour, 20% de C2E est-il valable dans le cadre de l'aide dans l'industrie? Les chiffres que j'avais en tête étaient bien inférieurs. Oui, il a raison. Après 20%, on est plutôt autour de 10-15%. Après, je prends en compte le bonus qu'on peut utiliser pour la garantie de performance énergétique, qui permet d'obtenir plus de certificats. Nous avons obtenu 25% sur un projet il n'y a pas longtemps. Alors certes favorable, beaucoup de puissance, beaucoup de gestion, puisque là aussi, un des paramètres des certificats, c'est de mettre en place de la gestion d'éclairage, détection de lumière, détection de personnes, de mouvements. Au-delà du simple remplacement des LED, on peut gagner 30% de certificats en plus, puisque le législateur a bien compris qu'on faisait autant d'économies en plus. Voilà, donc tout dépend en fait du projet et des possibilités qu'on peut avoir en termes de variables d'économie. Très bien. Alors, une autre question de Germain. Bonjour, y a-t-il des sujets juridiques importants dans le cas d'un montage de type CPE avec investissement tiers, limite de responsabilité, assurance? Oui, j'ai dit tout à l'heure que c'était un montage qui était un peu complexe et du coup, ça s'applique pas à des petits projets parce que ça n'a pas de sens de passer trop de temps sur des aspects de limite de responsabilité qui sont importants. Entre autres, dans le CPE, il y a le fondement que l'installation reste la propriété de l'investisseur, du contractant. Donc évidemment, ça induit des questions de responsabilité des équipements. Par exemple, est-ce que l'industriel, s'il a un problème, peut intervenir sur les éclairages? Comme ça, pendant le contrat, ça n'est pas sa propriété. Il faut avoir l'aval du contractant, le fait de pouvoir utiliser sa société de maintenance éventuellement. Donc il y a évidemment, oui, il y a des points durs de limite de responsabilité. Également, lorsque l'industriel veut changer, va avoir des paramètres de changement de son outil de production qui peuvent affecter l'éclairage et donc qui vont affecter le contrat de performance énergétique. Si on doit rajouter des éclairages ou en enlever, ça change les paramètres de calcul. Donc tout ça doit être discuté avant le contrat et pendant la mise en place du contrat pour avoir des problèmes de discussion interminable pendant le contrat lorsque cela arrive. Donc oui, le CPE est un contrat qui prévoit des clauses assez denses pour éviter d'avoir à revenir sur ce type de sujet pendant le contrat pour que tout le monde soit bien d'accord sur les limites de responsabilité de chacun et permettre de prévoir des ajustements qui ne manquent pas de se poser en cours de contrat. Bien. Quel est le coût moyen pour l'acquisition d'un logiciel de pilotage de l'éclairage? Alors souvent, le logiciel de pilotage de l'éclairage fait partie du protocole qui va être utilisé, que ce soit filaire, que ce soit sans fil. C'est difficile de parler de coût moyen parce qu'en réalité, c'est une somme de coûts variables et de coûts fixes qui vont dépendre en fait du nombre d'éclairages, par exemple. Par exemple, pour piloter une centaine de LED avec un système de sans fil par radiofréquence, il faut ce qu'on appelle une gateway, c'est-à-dire une passerelle qui permet d'agréger toutes les informations venant des luminaires, qui va avoir un coût qui va devoir être posé dans l'installation. Et après, il y a aussi les coûts de connectivité pour pouvoir accéder au logiciel, qui vont être un coût potentiellement par gateway ou par luminaire. Donc, c'est très compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a une très forte variabilité en fonction du nombre de luminaires par armoire électrique globalement et de l'infrastructure qu'on va mettre en place qui est toujours très très personnalisée. Nous considérons globalement que il faut pas que
la gestion de l'éclairage comprenant la supervision ne doit pas dépasser 30% du coût global de l'installation des LED, parce que les coûts, voilà, ça c'est calculé en fonction du coût moyen d'électricité dans notre pays, qui n'est pas un des plus élevés en Europe, et qui fait que les économies par la gestion ne doivent pas être trop importantes, sinon le projet global n'est plus viable. Donc voilà, donc c'est pour donner une idée de ce que nous considérons comme raisonnable, et ça comprend évidemment tous les coûts de déploiement, de gestion, supervision comprise. Alors, il nous reste 2 questions. On va essayer de répondre avant de conclure. Quels sont les niveaux de gains sur la maintenance des LED? Prestat divisé par 2, par 4, plus? Ça, alors, tout dépend des éclairages qui sont déjà en place. Mais je dirais qu'on est aujourd'hui sur une économie qui potentiellement peut atteindre 80-90%, de même nature que l'économie d'énergie, puisqu'avec les LED, typiquement, si les LED sont bien étudiés, on fait quasiment pas de maintenance jusqu'au renouvellement qui peut être 10 ans plus tard, alors qu'avec une technologie traditionnelle, et notamment des tubes fluorescents qui sont encore la technologie la plus présente dans l'ancien monde, on aurait fait 3 relampings. C'est un relamping en moyenne tous les 3 ans. Voilà, il n'en reste pas moins il ne faut pas oublier que si les LED durent longtemps, il faut quand même les entretenir, notamment dans les industries où il peut y avoir un encrassement fort, nettoyer les optiques des luminaires LED parce qu'elles s'encrassent comme les luminaires précédents. Et donc, on peut perdre de la luminosité par ce biais-là. Donc, il faut continuer à faire de la maintenance. Mais comme j'ai dit, elle va être très, très sensiblement allégée avec la possibilité de ne pas changer de luminaire pendant la durée contractuelle, pendant une durée très significative. Très bien. Et donc, la dernière question, c'est sur la variation d'intensité. Est-ce qu'elle est possible avec tous les éclairages LED? Non, c'est une très bonne question. Il faut que les éclairages LED, pour permettre la variation, puissent avoir un driver, c'est-à-dire un auxiliaire électronique, qui permette cette variation. Donc, il faut évidemment le demander au fournisseur, prévoir un luminaire qui permette un ajustement de luminosité plutôt qu'un système on-off. Les drivers qui permettent cet ajustement de luminosité sont en moyenne 10 à 15% plus chers que les drivers on-off, c'est-à-dire une coupure franche. Donc, il faut l'intégrer au projet. Et évidemment, les gains qui sont faits par cette variation doivent compenser le surcoût lié à cette technologie. Bien, voilà. Merci. Bon, voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Comme il est déjà 15h05, on va clôturer rapidement. Moi, je voulais juste vous représenter rapidement le planning des webinaires et ateliers à venir. Voilà, sachant que il y a prochainement donc plusieurs choses sur les consommations d'énergie, l'achat d'énergie, l'éclairage, le taux réduit de CSPE, les installations solaires photovoltaïques. Donc voilà, vous aurez tout ce petit planning des événements à venir dans le diaporama. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur les prochains événements. Et puis, je laisse donc nos 3 coordonnées hein, si vous souhaitez reprendre contact avec nous suite à ce webinaire. Je remercie vraiment un grand merci à Rémi Courant et Henri Couloum hein, qui ont pris de leur temps aujourd'hui pour être avec nous. Et puis, merci à tous les participants. On vous souhaite une belle fin d'après-midi à tous. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.